Combe est présent. Olivier Chambon et Maryse Barge sont présents. Jean-Pierre Dubo est présent. Philippe Blanchose est présent. Christiane Sanson, Philippe Kerr, Catherine Mazelier, Mohamed Oulabi, Atlantique de la Vernay et Jean-Michel Lavet sont présents. Thomas Barneria est présent. Daniel Bertuca, je ne l'ai pas encore vu. Chantal Chassan et Yves Gacon pour la Monnerie. Ghislaine Dubien est présente. Pour la Chaux, j'ai vu personne. Michel Gonin est là. Éric Cabrolier est excusé. Il est donc suppléé par Guy Pradel. Jenny Brousse est présente. Caroline Guélon est excusée, a donné procuration à Jean-François Delair, qu'il accepte. Patrick Sauzède et Marina D'Acosta sont présents. Bernard Vignot est excusé et m'a donné procuration. Pépita Rodriguez est présente, ainsi qu'André Debeau et Alexandra Virlogeux. Georges Lopez est excusé, a donné procuration à son suppléant Alain Descoles. Daniel Balizoni est présent et est toujours notre doyen. Didier Romain est présent, ainsi que Frédéric de Saint-Rémy. Serge Fayet est présent, tout comme son suppléant. Marc Bonneau, Rachel Bournier est présente, Serge Théalier est présent, Pourtière, Stéphane Rodier, Hélène Boudon, Claude Gouillon-Chenot, Sophie Delègue, David De Rossi, Isabelle Furgon, Pierre Conti n'est peut-être pas arrivé, Catherine Papu. Michel Combon est présent, Monique Durand-Prada est présente, Sylvain Herman est présent, Martine Munoz, Didier Sturma est excusé de donner procuration, Isabelle Furgon, Éric Boucourt est présent, Francis Roux également, Farid Alaïd est excusé à donner procuration, Éric Boucourt, Tara Brennan n'est pas là, voilà l'arrivée de Catherine Papu. Didier Cornet est présent, ainsi que Jean-François Delair et Pierre Rose. Voilà, l'ordre de le quorum est largement atteint. Je vous remercie toutes et tous. Je remercie les services sous la houlette de Christophe Pili pour avoir préparé la réunion, le service communication, d'en assurer une retransmission efficace et la presse d'être présente pour couvrir nos travaux. Voilà. Merci également aux collègues vice-présidentes et vice-présidents qui m'ont aidé à préparer cette réunion, laquelle commence d'abord par la désignation d'une ou d'un secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un lève la main avec enthousiasme pour cette fonction entre les deux voisins, Hélène et Thomas? C'est Thomas ? Donc c'est Hélène. Hélène Boudon, y a-t-il d'autres candidatures? Personne ne s'oppose à cette acclamation. Merci. C'est Marie-Hélène qui donne la pochette à Hélène Boudon, qui est donc désignée secrétaire de séance. L'ordre du jour appelle aussi le compte-rendu de la précédente réunion, celle du 12 juillet. Est-ce que ce compte-rendu appelle de votre part des observations? Y a-t-il des avis? Oui, pardon, Christiane. Oui, c'est par rapport à page 9, place de crèche. D'accord sur le compte-rendu convention territoriale globale 2019-2022, avec le nombre de places en plus dévolues à tiers. Qui présente une carence en offre petite enfance sur les places en crèche. Ma question n'apparaît pas dans le PV, ni la réponse du président qui propose de demander une extension au nombre de berceaux à créer sur Courpierre, environ 10, dans la convention territoriale globale 2023-2026. Je confirme cet échange. Et je confirme que c'est bien ce que nous allons faire. Maintenant, effectivement, suite à ta remarque, on l'ajoutera au compte-rendu, si vous en êtes d'accord.
Sous cette réserve-là, est-ce qu'on peut considérer que le compte rendu est adopté? Avis contraire? Abstention? Merci. L'ordre du jour appelle un certain nombre de points financiers, donc je vais donner tout de suite la parole à Olivier Chambon, vice-président en charge des finances. Merci, Monsieur le Président. Point numéro 2, modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement. Et il est branché pourtant. Tapez dessus. Ah si, tu vois, c'est une question de... Ouais. C'est subtil. C'est bon? Pourquoi? Ordre du jour numéro 2, modification de l'autorisation. Non, c'est pas mieux. On va implanter sans fil, là. Ou sinon je te passe le mien. Tiens, regarde. Voilà. Ça y est. Ah ouais. C'est bon, ouais, c'est bon. Allez, alors pour la troisième fois, point 2, modification de l'autorisation de programme et crédit de paiement pour le centre aquatique. On avait prévu en 2018 une autorisation de programme de 12,8 millions. On se retrouve en fin d'exercice et en fin de chantier une autorisation de 13 585 millions d'euros 115,74 qui est due à une révision des prix du marché, tout simplement. Pas d'avenant ou de modification du chantier. Révision des prix de 5% sur 12 800 000 euros, ce qui fait 785 000 euros. Oui, dès qu'on parle de quelques millions d'euros, on arrive à des sommes qui sont assez astronomiques pour nos budgets, mais qu'il va falloir assumer uniquement par la révision des prix, l'inflation et voilà. Et le code des marchés. Des questions par rapport à ça? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Une abstention. Une abstention. Merci. C'est bon? Je l'avais. Décision modificative, on en a pas eu beaucoup cette année, sur le budget principal, surtout lié à ce nouveau programme des travaux, sur les 785 000 euros qu'on retrouve sur les dépenses d'investissement, sur les constructions à hauteur de 908 000 euros. C'est le gros point de cette décision modificative, autrement c'est uniquement... des ajustements financiers plus ou moins importants, mais en équilibre zéro, comme toute décision modificative, on n'a pas de choses très importantes, sauf bien évidemment cette augmentation des travaux qui impose dans l'emprunt globalisé une recette en investissement de 504 000 euros d'emprunts nouveaux, mais qui ne seront pas obligatoirement débloqué au vu du compte administratif de 2022. Donc là, c'est uniquement un équilibre budgétaire sur l'ADM. Des interrogations? Des oppositions? Des abstentions? Une, merci. Une décision modificative sur le budget d'espace d'activité. Alors là, c'est vraiment un petit soubresaut de 21 700 euros en dépenses et en recettes. Donc voilà, vraiment pas grand-chose sur l'espèce d'activité. Des abstentions? Des oppositions? Merci. La création et le vote du budget production d'énergie, je crois qu'on en a déjà parlé, enfin, on en a parlé en commune aussi, par rapport aux recettes du photovoltaïque et l'administration française qui nous fait créer et voter un nouveau budget production d'énergie. Pas grand chose sur le budget de fonctionnement, en recettes et en dépenses, surtout sur ce premier budget, des dépenses d'investissement à hauteur d'à peu près 70 000 euros, 69 600 euros, des subventions et un autofinancement par l'emprunt. Voilà, une création obligatoire voulue par les services fiscaux sur un budget production d'énergie. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci. La répartition dérogatoire du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales en lien avec notre pacte fiscal et financier. Tout ça a été débattu en bureau.
où chaque commune était présente. Sur la répartition du FPIC, nous ne sommes pas en régime classique, mais en régime dérogatoire avec notre pacte. Mauvaise nouvelle pour 2022, donc avec une baisse forte de ce FPIC entre plus et moins, parce qu'on nous allons perdre presque 72 000 euros, de recettes. En négociation de bureau entre les communes, l'Interco, nous proposons de scinder la poire en deux, donc c'est-à-dire que la diminution de 72 000 euros soit portée à moitié par l'intercommunalité et à moitié par les 30 communes de l'intercommunalité. Ce qui fait que la répercussion sur les communes est plutôt faible, plutôt très faible, et que c'est l'Interco qui subit un petit peu la conséquence, mais tout le monde subit la conséquence. Vous avez le tableau avec votre commune préférée, pas foncièrement où vous habitez, et voilà, c'est une baisse, c'est une très mauvaise nouvelle, encore une fois, voilà. Après, avec un calcul hyper complexe des services de Bercy sur le FPIC. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Le point numéro 7 est ajourné et remis à une autre séance. Nous avons eu une séance de CLECT tout à l'heure où nous souhaitons approfondir le montant de l'attribution de compensation entre la ville de Thiers et la communauté de communes sur le centre aquatique. Donc, avec... C'est la méthode. Oui, enfin, ça dépend. La méthode et le calcul. Voilà, on a eu des discussions qui étaient fort pertinentes. On va produire un document qui expliquera au mieux et bien détaillé ce chiffre de 325 000 euros qui ne sort ni du chapeau et ni de complaisance, ni d'un côté ni de l'autre. Mais voilà, j'aurai plus de précisions sur un prochain conseil communautaire. Voilà pour les finances. Tu veux dire un mot du recrutement? Pas du tout. Peut-être pas tout de suite. Et ben voilà. Bien. Je vous rappelle ensuite deux sujets, en lien avec les ressources humaines, entre une modification du tableau des emplois lié aux évolutions de carrière des agents, et puis le renouvellement d'une adhésion qui vous est proposée à un service du centre de gestion sur l'assistance retraite. Et c'est Philippe Blanchose, en tant que vice-président, qui va vous présenter les deux dossiers. Si, ça y est. Merci, Monsieur le Président. Donc, effectivement, classiquement, la modification du tableau des emplois, puisque nous vous proposons donc la création de 4 postes à compter du 1er octobre. Il s'agit d'emplois à temps complet pour les 4. Donc, Question, avis contraire, abstention, merci. Philippe, toujours? oui, donc le point suivant, en fait, je crois que tout est dans le titre, c'est l'adhésion à la mission relative à l'assistance retraite exercée par le centre de gestion du Puy-de-Dôme. Donc, il s'agit effectivement d'adhérer à ce service. Oui. Y a-t-il des questions? Je disais en fait à mon voisin que c'est des dossiers qu'on voit passer dans les conseils municipaux, donc c'est pas des sujets qu'on découvre ici. Donc y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Merci Philippe. Point suivant, c'est Jean-Pierre Dubo qui va nous le présenter de manière synthétique. C'est à toi, Jean-Pierre.
Oui, merci Monsieur le Président. Donc il s'agit donc d'un contrat territorial d'accueil et d'intégration qui est signé donc entre TDM, le CIAS, la ville de Thiers et l'État. Donc il concerne les bénéficiaires d'une protection internationale. Alors pour rappel, une protection internationale, pour être éligible, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'elles risquent d'être persécutées en raison de leur race, leur religion ou autre. Donc l'objectif de ce contrat territorial d'intégration est de, entre autres, donc favoriser l'apprentissage de la langue et améliorer l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi. Et le portage donc de ce CTAI, sera mené donc par le CIAS. En ce qui concerne donc la contribution financière de l'État, nous avons eu une bonne nouvelle en fin de semaine dernière. Elle ne s'élève pas non pas à 57 700 comme indiqué dans l'annexe 4, mais à 69 400. Voilà pour ce CTAI. Y a-t-il des questions sur ce sujet? On peut rajouter, Jean-Pierre, que le conseil d'administration du CIS sera amené lui aussi à délibérer. Oui, parce que c'est les deux entrées de TDM qui sont signataires. Mohamed. Avoir quelques précisions. Oui. Le statut de ces personnes, elles sont bien passées par le CADA. C'est des demandeurs d'asile ou elles ont un statut particulier? Donc elles ont effectivement donc ce statut particulier donc de réfugiés donc politiques la plupart du temps qui est donc issu donc d'une directive européenne et donc c'est instruit donc par les services de l'État pour effectivement avoir ce statut de personne. J'ai oublié le nom déjà. C'est la direction interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. Voilà. Donc c'est directement les services de l'État qui sont amenés à identifier les bénéficiaires. Voilà, d'accord. Est-ce qu'on a le nombre de personnes qui seront intégrées dans notre territoire, aussi un plafond par rapport à la subvention, parce que je suppose que ça concerne un certain nombre de personnes? Oui, c'est ça. Donc, en fait, le nombre de personnes, il sera lié au montant du financement. Aujourd'hui, sont fléchées différentes formations, notamment pour l'apprentissage du français ou autre. Et donc, ces formations, donc, elles sont encadrées par un coût précis. Et donc, par rapport à cette enveloppe, le nombre de personnes sera déterminé. Merci, Monsieur le Vice-président. Jean-Pierre, oui, faire voter? Oui, sauf s'il y a d'autres questions. Bien, merci. Très bien. Donc, concernant... Non, vas-y. Oui. Donc, concernant cette section de ce contrat, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre. Quelques sujets en lien avec nos réserves foncières. En lien avec l'activité économique pour les deux premiers et puis je dirais une vente assez classique de terrain pour le troisième et c'est Stéphane Rodier, vice-président en charge de ces dossiers qui va vous les présenter. Merci. Alors, la première, c'est une acquisition effectivement de parcelles sur un lieu dit chez Catarin à côté de la zone de Felay. Il s'agit de 53 000 m² pour un montant de 5 € hors taxe au mètre carré avec l'entreprise SAS-CEP Agriculture. Y a-t-il sur ce point des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, qui est un peu lié au premier, en fait, c'est une cession de terrain à la société CEP, 26 509 m² pour un montant de 10 € hors taxe du mètre carré, et qui est sur la continuité, pas dans la zone de Mathussière, mais dans ce qu'on appelait avant la zone Mathussière 2. Y a-t-il sur ce point des questions, des oppositions? Mohamed? Les prix au mètre carré sont fixés par les domaines ou... Oui. Ils ne sont pas localisés au même endroit en plus. Suivant l'avis du domaine, c'est bien écrit dans le dossier. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, le point suivant, il s'agit de cession de terrain pour une entreprise
qui travaille dans le secteur du luxe, qui s'appelle l'atelier de Marotti. Il s'agit de deux grosses zones, une zone de 4321 mètres carrés pour lancer dès à présent leur activité, et il y a une autre zone. Alors c'est un peu rédigé d'une manière un peu rapide. Réserve foncière, c'est pas vraiment le mot. Il s'agit bien effectivement de réserve foncière, mais sous condition, c'est-à-dire que si l'activité n'est pas lancée dans les 5 prochaines années, et s'il y a d'autres activités qui pourraient concurrencer, qui auraient besoin des terrains, nous pouvons reprendre les terrains. Donc il faut entendre d'une manière un peu conditionnelle, c'est-à-dire que c'est pas des réserves foncières dans le sens où on l'entend d'habitude. Il s'agit plutôt d'une prévision pour une activité en 2 temps. La première partie qui serait lancée relativement rapidement, et la deuxième partie sous condition, et avec à la clé quand même un certain nombre d'emplois qui pourraient être créés. Y a-t-il des questions? Alors, le prix du mètre carré, comme d'habitude, 50 € du mètre carré hors TVA sur marge, comme nous l'avions décidé au sein de ce conseil. Y a-t-il sur cette affaire des questions, des oppositions, des abstentions? Non, avec le secteur de l'huile, non. Le secteur, oui, mais pas les entreprises entre elles sont pas liées. C'est une entreprise indépendante. Simplement pour peut-être dire que sur le secteur du luxe, il y a de plus en plus le bassin tiernois dans son ensemble, c'est-à-dire Tiers-d'Or et Montagne et Entre-d'Or et Allier, nous sommes de plus en plus attractifs, oui. C'est certainement lié à notre profil. Oui. Voilà, bah écoutez, je te redonne le micro, Monsieur le Président. Merci. Concernant le point suivant, donc c'est une convention de partenariat dans le domaine du tourisme, et c'est Frédéric Chaunier qui va appuyer sur le bouton pour obtenir la leçon. Oui, merci. Donc il s'agit d'une convention de partenariat avec l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc tout d'abord, je voudrais dire que c'est Rachel qui est à l'origine de ce projet, puisqu'elle je crois qu'elle connaît très bien l'université de Saint-Étienne. Que dans le cadre du master analyse et politique économique, parcours conseil en développement territorial, l'université dans lequel il y a un élément obligatoire de la formation qui comprend l'analyse d'un cas réel, nous propose de travailler avec 18 étudiants en Master 2 sur un thème proposé par TDM. Ils seront amenés à répondre à une proposition qui concerne les thématiques de l'eau comme étant un vecteur de développement touristique et un vecteur de développement culturel également. Donc la convention prévoit un travail collectif avec du 17 au 21 octobre une rencontre avec les professionnels du tourisme, des élus, des prestataires touristiques et des partenaires socio-économiques. En tout, une 50aine d'entretiens seront menés. Fin novembre, une note d'enjeu sera retransmise à la communauté de communes et du 3 au 8 avril, une proposition de stratégie sera présentée aux élus. La collectivité s'engage à financer l'accueil des étudiants et leurs professeurs, qui sont 2, pour une semaine en pension complète, et l'université s'engage à verser à la collectivité une participation de 3 000 €, déduction faite des frais de déplacement des étudiants et des frais d'organisation du buffet de la restitution, lors de la restitution. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Lavet. Allez-y. Oui, j'ai une petite question. Est-ce que c'est le TDM qui allait voir l'université ou c'est eux qui sont venus directement nous voir? Le premier contact a été pris, comme je l'ai dit, avec Rachel. Ensuite, on en a parlé avec Rachel, elle me l'a proposé. Donc, et on s'est dit qu'il était intéressant de travailler sur TDM pour faire émerger un projet qui soit en rapport avec l'eau, puisqu'on a la chance d'avoir 3 sites classés pavillon bleu. On a la chance d'avoir la Durolle, la Dore, on a la chance d'avoir le Couson, et de travailler sur l'eau. Voilà. D'accord. Merci. Bien. Sur ce rapport, y a-t-il d'autres questions? Des avis contraires pour que je puisse cette convention? Des abstentions?
Eh bien, je vous remercie. L'ordre du jour appelle ensuite un achat de parcelle. Comme vous avez pu le lire dans le rapport, il s'agit d'une petite parcelle, mais particulièrement intéressante parce qu'elle est dans la continuité, enfin petite, 1178 mètres carrés. Elle est absolument dans la continuité du jardin de l'EHPAD des Châtilles à la Monnerie, qui est donc qui relève de la responsabilité de TDM et de son centre intercommunal d'action sociale. Et le propriétaire souhaite s'en dessaisir. Je remercie Chantal Chassan qui a encouragé cette transaction en tant que maire et pour permettre aux résidents, après quelques aménagements bien sûr, de bénéficier d'un parc un peu plus grand. L'intérêt aussi de cette parcelle, c'est qu'elle est particulièrement bien arborée. Donc je pense que ce sera tout à fait apprécié par les résidents et les équipes de l'EHPAD de pouvoir bénéficier de cet espace ombragé l'été. Voilà, donc le prix proposé est de 15 000 € pour la parcelle qui fait 1178 mètres carrés et puis 1 € pour une parcelle de 57 mètres carrés que la commune met, j'allais dire, non pas par-dessus le marché, mais en tout cas dans le projet, dans la cohérence. Voilà. Y a-t-il des questions ? Oui, Mohamed. La parcelle est-elle Constructible ou c'est une zone naturelle? C'est une zone constructible, oui. Constructible. Mais le but n'est pas de construire. C'est un jardin, on veut laisser le jardin. On ne sait jamais pour une éventuelle extension. Non, elle ne présente pas d'intérêt pour une extension compte tenu de sa configuration. Elle a vraiment une vocation à rester un jardin. Ok, merci. Bien des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. Le point suivant, donc, c'est Stéphane Rodier qui reprend la parole. Je précise simplement que, en raison de ses activités professionnelles en lien avec ce dossier, Claude Bouillon-Chenou ne prendra pas part au vote. Et j'indique également qu'il n'a évidemment pas du tout pris part à l'instruction de ce dossier. Voilà, Stéphane. Alors, il s'agit de l'îlot Conchette, en fait, dans le cadre de l'OPARU. C'est un îlot qui se trouve à côté de ce qu'on appelle l'EFIMOD. Donc il y a une opération qui est lancée avec des difficultés assez classiques dans ce genre de dossier, on va dire avec un état du bâti qui laisse à désirer, des opérations qui demandent une certaine technicité et il nous a été demandé par l'EPF SMAF pour accompagner cette opération que la ville de Thiers puisse acheter un bâtiment qui se trouve en lisière de cette opération parce qu'il y a un confortement de l'ensemble qui est nécessaire. Et donc, il est proposé de signer une convention avec l'EPF SMAF avec une acquisition et des travaux de démolition confortement pour un montant total de un peu plus de 1 million d'euros et donc des recettes attenantes liées à l'ANA. Alors des noms qui font penser pratiquement à des dieux norvégiens, Tirori, enfin bon des choses un peu bizarres, mais qui nous rapportent quand même beaucoup d'argent puisqu'on parle de 700 000 € dans le cadre du RHI Tirori, Action Logement pour un montant de 100 000 € et donc l'autofinancement, le reste à charge de 240 000 € qui est lui-même lié au collectage et donc ce sont des financements qui viennent aussi de la ville de Thiers. Donc voilà en fait le portage, nous souhaitons qu'il soit porté par l'EPF SMAF, entre autres choses parce que outre l'acquisition en elle-même, ils ont aussi tout un accompagnement en termes techniques qui est de grande utilité pour une opération aussi compliquée. On est vraiment sur des parties effondrées pour partie, donc il y a vraiment une complexité de l'opération qui est tout à fait évidente. Y a-t-il sur cette opération en elle-même des questions ou des interventions, des oppositions?
Des abstentions? Bien, je vous remercie et je repasse la parole à notre président. Merci Stéphane. C'est les déchets ménagers qui vont nous occuper et c'est Philippe Kerr en sa qualité de vice-président qui va nous présenter les deux rapports suivants. Merci Président. Donc le rapport d'activité 2021 sur la qualité du service public d'émission des déchets ménagers assimilés. Donc l'évolution du service sur l'année 2021. Donc nous avons eu le geste de tri qui a été simplifié, donc en destination des bacs jaunes. Les actions de prévention pour réduire les déchets, donc les évolutions majeures entre 2020 et 2021 concernent la rédaction du programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Donc, afin de répondre à des objectifs et des obligations réglementaires, donc de réduire de 9% les déchets ménagers assimilés d'ici à 2027 pour atteindre 15% en 2030, de réduire 55% les biodéchets dans les OMR d'ici à 2027, de réduire également de 20% dans les OMR collectés d'ici à 2027, de réduire aussi, tant que faire se peut, de 25% les refus de tri, toujours sur la même année, 2027, soit une diminution de 120 tonnes à peu près. Donc en plus, il y a des mises en place de nouvelles, il y a eu des mises en place de nouvelles filières de consigne de tri. Donc la boutique Actipol qui propose des objets divers, donc des meubles poncés, des objets réemployés, du matériel informatique. Donc quelques chiffres, en 2021 on observe une augmentation des quantités d'ordures ménagères résiduelles, 206 kg habitants en 2021 contre 198 en 2020. Une augmentation aussi des quantités des déchets recyclables de 57 kg en 2021 contre 53 en 2020. Une augmentation également du verre, donc de 38 kg en 2021 contre 35 en 2020. Une augmentation des apports en déchetterie, donc 296 kg en 2021 contre 241 en 2020. Concernant les aspects financiers, donc les services déchets ménagers financés bien sûr par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la redevance spéciale, les soutiens des éco-organismes, la vente des matériaux, acier, l'aluminium, le verre, des fibreux, plastiques, etc. Par le passage aussi des professionnels en déchetterie. Donc les dépenses de fonctionnement, bien sûr, le premier poste de dépense, c'est le traitement des déchets. Le deuxième poste sur la collecte des déchets en bac. Le troisième poste de dépense concerne les déchetteries. Donc nous avons 4 déchetteries, je vous le rappelle, avec une large amplitude d'ouverture. Donc les principales dépenses d'investissement, ça a été une mini-benne à ordures ménagères, des bacs de collecte, colonne à verre, composteur. Et actuellement, ça a commencé en 2021, mais c'est en cours aussi sur 2022. Donc la réhabilitation de la déchetterie de Saint-Rémy. Voilà ce que je peux dire sur le rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Je tenais à remercier les services pour l'élaboration de ce document qui est très bien fait. Oui. Francis Roux. Oui, merci pour la lecture du rapport et surtout la synthèse, parce que c'est vrai que c'est un peu long. Oui. Sur l'évolution des chiffres entre 2021 et 2020, est-ce qu'en fait, en 2009, on suivait une courbe ascendante ou alors c'est la fin du Covid et la reprise de l'activité qui est... Alors, il y a plusieurs explications. Certainement le Covid qui est passé par là. Donc, les gens sont peut-être un petit peu plus restés à leur domicile, donc ils généraient peut-être plus de déchets. Puis après, effectivement, sur les bâtiments, il y a eu beaucoup de mouvements, plus d'achats à vente. Donc pour le coup, en déchetterie, ça se ressent et c'est général. J'étais d'explications, oui, très concrètes à fournir. De rien. Voilà, donc il vous est proposé d'adopter ce rapport. Oui, enfin, on va dire que par définition, adopter un rapport, c'est toujours un sujet qui est un petit peu... on en prend acte, mais effectivement, juridiquement, on va peut-être appeler ça approuver le rapport, sauf s'il y a des avis contraires.
Les abstentions. Merci. Merci à toi, Philippe. Oui, je poursuis. Donc, nouveau contrat qui concerne la responsabilité élargie des producteurs, REP, donc pour les articles de sport et de loisirs. Donc c'est sur les mêmes bases que nous avons déjà. Donc cette nouvelle filière prévoit de développer le réemploi et la réparation des articles de sport, de développer de nouveaux canaux de collecte, notamment via la reprise par les distributeurs des produits usagés, développer le recyclage aussi de ces fameux articles et de réduire les quantités d'ordures ménagères, par conséquent collectées. Voilà. Donc il vous est proposé de signer ce contrat avec la société écologique. Des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. C'est Thomas Banarias, en qualité de vice-président, qui va faire l'exercice de rapport aussi sur le service public de l'assainissement non collectif. Ensuite, avec une petite proposition de modification tarifaire. Donc le point 21, si vous en êtes d'accord, sera traité avant le point numéro 20, lequel deviendra 21, sur le contrat territorial de l'ADOR. Thomas, c'est à toi. Merci Tony. Même exercice donc pour le SPANC, le RPQS 2021. Dans les grandes lignes, donc en 2021, le service comprenait 26 communes. Si vous vous souvenez, on a délibéré pour l'adhésion de Charnat, de la commune de Charnat au 1er janvier 2022, mais on parle bien du RPQS 2021. Ce territoire de 26 communes représente pas tout à fait 5000 installations. On a une moyenne d'environ 2,2 personnes par foyer, soit 10 000, presque 11 000 personnes qui sont concernées par l'ANC sur le territoire, qui compte 35 400 habitants, donc les 26 communes, et donc le SPANC représente environ 31% de la population, dessert 31% de la population. En 2021, les services ont réalisé 290 contrôles, des contrôles périodiques, mais pas mal de contrôles de vente. Il y a beaucoup de ventes, c'est assez dynamique en ce moment. Concernant les installations neuves, donc le SPANC prévoit 2 contrôles, un contrôle pour la conception et un contrôle pour la vérification des travaux. On en parlera tout à l'heure dans la proposition de modification des tarifs. Sur les types d'installations, il existe 4 grandes familles, la filière traditionnelle, les microstations, les filtres compacts et la phytoépuration. Sans rentrer tout à fait dans le détail, on voit que ces dernières années, les filtres compacts ont progressé, surtout en défaveur des filières traditionnelles. Chacune a ses intérêts et ses défauts. La classification des installations se fait sur 4 niveaux de priorité. Donc la priorité 1, c'est les bâtiments qui n'ont aucune installation. Priorité 2, c'est des installations qui sont pas du tout aux normes. Priorité 3, c'est des installations qui sont presque aux normes, qui nécessitent quelques évolutions. Et priorité 4, donc le moins important, ce sont des installations aux normes. Sur le territoire, on a environ 26% des installations qui sont en priorité 4, qui ont un avis favorable, qui sont aux normes, et environ 26% également qui sont acceptables, ce qui représente donc un peu plus de la moitié du parc, et ce qui veut dire qu'il y a un peu moins de la moitié du parc qui est défavorable ou qui n'a pas d'installation. Donc évidemment, les priorités 1 aux bâtiments qui n'ont pas d'installation. Le service du SPANC propose un service de vidange pour les habitants, réservé via TDM. Donc on a dit qu'on allait communiquer un petit peu plus auprès des communes et ça permet notamment de bénéficier de tarifs préférentiels. En 2021, il y a 53 installations qui ont bénéficié de ce service de vidange. Sur le bilan financier, je rentre pas dans le détail, vous aviez les chiffres dans le document. Avec un équilibre, c'est pas des très gros budgets, c'est principalement les ressources humaines. Et j'ai fait les grandes lignes du RPQS. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails, si vous avez des questions. On va plutôt se centrer sur les questions s'il y en a. C'est vrai que les annexes sont copieuses dans les ordres du jour, mais on y apprend beaucoup de choses.
Bien. Eh bien, on fait voter le rapport. Oui. S'il n'y a pas de questions, des avis contraires, des abstentions, je vous remercie. On continue, Thomas. Donc le point 21, si vous le voulez bien, avant le point 20, qui concerne également le SPANC. Il s'agit de la grille tarifaire du SPANC. Par souci d'harmonisation des tarifs pour différentes raisons, il vous est proposé de modifier donc plusieurs tarifs, à la fois les deux contrôles pour du neuf, que j'ai évoqué tout à l'heure, sont actuellement à 100 € le contrôle de l'étude et à 100 € le contrôle de vérification des travaux. La vérification des travaux. Je vous propose de les passer à 120 € chacun, pour être au même tarif que les contrôles périodiques. En fait, il s'agit des mêmes prestations. Des mêmes prestations, et même souvent, on peut pas mutualiser ces contrôles-là, donc ça oblige un aller-retour par contrôle, alors que les contrôles périodiques, on peut arriver à faire des sessions dans un village avec plusieurs contrôles, donc les coûts aussi de transport sont plus élevés dans le cadre de ces contrôles-là. Et il vous est proposé également donc la ligne, donc c'est les deux premières lignes du tableau que vous aviez. La 5e ligne, contrôle d'une installation en cas de vente immobilière, qui était également à 100 €, on vous proposerait de le passer à 120 €, puisqu'on a eu des pratiques pas très correctes où des personnes nous disent qu'elles vont vendre pour avoir un contrôle à 100 € qui est valable 8 ans, au lieu d'avoir à payer 120 € de contrôle périodique pour 8 ans. Voilà, donc pour 20 € de tarif, ça nous permettra d'être plus au clair dans tous les contrôles. Et enfin, il y a une dernière proposition, si vous en êtes d'accord, qui émane des communes et du conseil d'exploitation qui s'est réuni la semaine dernière. C'est la dernière ligne du tableau qui n'est pas à jour. Les documents étaient déjà partis quand on a évoqué ça en conseil d'exploitation. Ce sont les frais de déplacement sans intervention. Il arrive assez fréquemment qu'on prenne rendez-vous pour des contrôles, qu'on y aille et qu'il n'y ait personne. Ça crée des coûts, il faut se déplacer, le coût agent, le coût du transport. Il était actuellement à 20 €, on vous propose de le faire passer à 50 €, sachant que toutes les personnes qui ont rendez-vous sont prévenues minimum 10 jours avant par un courrier pour confirmer le rendez-vous. Et dans ce courrier sera aussi spécifié que en cas de non-présence, il y aura un forfait de déplacement qui serait facturé. Bien. Sur les propositions proposées à la fois par le vice-président et le conseil d'exploitation du SPANC, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Et le point 20 devenu 21. Ouais. Donc autre sujet, le contrat territorial d'or qui donc avait été validé par le conseil communautaire pour la période 2020-2025. La première partie du programme s'est bien passée et du coup on vous propose aujourd'hui de donner un avis sur la deuxième partie du programme 2023-2025. Avec tout un tas d'actions qui sont portées par le parc, puisqu'on a délégué la compétence GEMAPI au parc. Vous savez, c'est le prélèvement qui est fait sur la taxe foncière et qui est reversé au parc pour toutes les actions. Donc se prononcer sur l'ensemble du programme qui est porté par le parc, mais plus précisément sur une action dont TDM est maître d'ouvrage. Il s'agit de l'acquisition de zones humides. Il y a une enveloppe de 50 000 € qui a été proposée, subventionnée normalement à hauteur de 80% entre l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le contrat vert et bleu. Des avis contraires, des abstentions? Merci. Et dernier rapport, Thomas. Donc rapport 22, pardon, merci. Nous vous proposons aujourd'hui pour les parcelles qui sont propriétés de TDM et qui sont sur des sites Natura 2000 d'être un petit peu proactifs sur ce sujet, que la collectivité s'engage sur une charte Natura 2000. Donc il y a deux niveaux d'engagement. Il y a le niveau numéro 1 qui est la charte qui est assez générale et qui engage le propriétaire sur des bonnes pratiques dans la concertation en échange avec les exploitants des parcelles. Et il y a un deuxième niveau qui est le contrat, mais qui n'est pas évoqué aujourd'hui. Il s'agit donc de 4 contrats pour 4 zones de TDM.
Vous avez la grosse partie se situe autour du lac d'Aubusson qui concerne 47 hectares pour Aubusson d'Auvergne et 30 hectares pour Augerolles. Pour la qualité minière de la Pose, il y a également 3 parcelles à Courpierre pour 2,2 hectares dans la zone Natura 2000 d'Or et affluent, 13 parcelles à Dora pour 10 hectares zone alluviale de la confluence d'Oralier, et enfin 31 parcelles à Saint-Victor-Montvianex pour 11 hectares dans la zone Natura 2000 des Bois Noirs. Pour être tout à fait précis, cet engagement en charte Natura 2000 engendre une exonération pour la collectivité de taxes foncières qui fait une petite perte pour les communes qui sont concernées. Donc les communes que je viens de citer, pour un montant total de 2700 €, auront une petite perte de taxes foncières de reversement. Mais bon, je pense qu'actuellement, et notamment avec l'avenir des zones Natura 2000 qui est un peu remise en question, notamment dans notre région, puisque au 1er janvier 2023, elles doivent être transférées, la compétence État doit être transférée aux régions, et la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pour l'instant pas mis de budget en face pour la gestion de ces zones. Donc c'est aussi un signal envoyé sur l'importance du travail qui a été fait depuis 20 ans sur les zones Natura 2000. Ça serait dommage qu'on perde tout ça, Voilà. J'ajoute l'intérêt des zones humides pour tous les systèmes liés à l'irrigation, liés à l'alimentation en eau potable et à la biodiversité. Bien, y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. L'ordre du jour s'épuise. Les participants, eux, non, mais puisque l'ordre du jour comporte le rendu compte des délibérations des réunions du bureau communautaire le 28 juin, le 12 juillet et le 6 septembre, et puis les délégations que vous m'avez confiées au début du mandat en application du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des questions diverses? Bien, écoutez, merci à toutes et tous, merci à celles et ceux qui nous ont suivis à distance, et puis je vous donne rendez-vous au prochain conseil communautaire. On aurait quand même pu mettre la carte. Attends, Éric Boucourt. C'est trop tard, c'est fini. Oui, Monsieur le Président, lors du dernier Conseil communautaire... S'il vous plaît, il y a une question d'Éric Boucourt. À l'issue du dernier Conseil communautaire, nous avions échangé sur l'intérêt de créer un groupe de travail pour faire l'état des lieux sur la réponse santé et faire des propositions au département qui semblent tout à fait disposés à nous suivre. Il me semble donc que la réunion de ce groupe qui associerait des élus, des professionnels, un représentant de l'hôpital, enfin toute personne intéressée au sujet, gagnerait à être rapidement lancée. Voilà. Je confirme non seulement qu'on a pris l'engagement, et je confirme que c'est utile de travailler activement, en tout cas de réunir ce groupe, parce que le travail est fait par tout un tas d'acteurs qui viennent d'être cités, mais qu'on a besoin d'avancer rapidement sur ce sujet. Donc c'est Myriam Dufresne en tant que directrice générale adjointe et Jean-Pierre Dubout en tant que vice-président avec moi qui vont rapidement mettre en œuvre ce groupe de travail. Auquel je postule. Mais on avait bien retenu la candidature d'Éric Boucourt. Une question du public. Je vois Jacqueline Malochet qui a été très longtemps sur nos rangs et qui maintenant vient nous rendre visite